Bonsoir. Devenir propriétaire n'est plus un rêve inaccessible. Pavillon à bas prix, maison écolo, si les choix ne manquent pas, l'investissement peut être lourd, très lourd, surtout lorsque l'on est la proie d'un investisseur ou d'un promoteur prêt à tout pour s'enrichir. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui paient cher la cupidité de ces professionnels de l'immobilier. Alors comment être certain de l'intégrité du promoteur? Comment s'assurer que le rêve ne tourne pas au cauchemar? Pour répondre à ces questions, nous avons mené l'enquête. Et vous allez le voir, en souhaitant accéder à la propriété, le destin de nombreuses familles a véritablement basculé. Beaucoup sont ruinés et endettés à vie. Notaires véreux, banques sans scrupules, montages financiers frauduleux, les escroqueries se multiplient dans l'immobilier. Dernier scandale en date, l'affaire Apollonia, plus de 2000 personnes flouées et pas loin d'1 milliard d'euros de préjudice. Nous vous raconterons aussi d'autres histoires de familles obligées de payer pour des appartements qu'elles ne peuvent pas occuper, parfois encore en chantier. Voici Investisseurs ruinés contre promoteurs véreux, enquête sur les pièges de l'immobilier, un reportage de Stinka Quillet. Devenir propriétaire n'est plus un rêve inaccessible ni même coûteux. La villa grand standing n'est certes pas toujours abordable, mais aujourd'hui les choix ne manquent pas. Pavillon à bas prix, maison écolo, il y en a pour tous les budgets. Alors quand la bonne occasion se présente, pourquoi ne pas investir? Mais attention aux entrepreneurs, prêts à tout pour s'enrichir. Je paye le crédit, je paye le prêt, pour ça, pour un tas de pierres. Christiane et Claude, eux aussi, ont laissé le travail de toute une vie. Retraités, ils pensaient constituer un patrimoine immobilier pour leur enfant. Mais c'était sans compter sur la malhonnêteté de leur entrepreneur. C'était pas pour gagner plus et avoir beaucoup plus au niveau de la retraite, mais plutôt de pouvoir offrir à ma famille une vie justement détendue, profiter un peu de la vie. Et moi je pensais qu'on allait pouvoir à 3. Autre cas, autre exemple, Stéphane et Ophélie rêvaient d'une maison en bois. Problème, elle n'a jamais été terminée. C'était un rêve d'enfant et bon, voilà ce que donne le rêve. Un rêve qui peut parfois coûter cher. Ce couple a bien du mal à joindre les deux bouts. Bientôt, si ça continue comme ça, on va devenir mendiant SDF. On risque de devenir SDF. Tous ont été victimes de promoteurs immobiliers peu scrupuleux. Il y avait une telle pression, une telle intimidation. J'avais envie de fuir, mais j'ai signé quand même. Je demande pas grand-chose, mais juste qu'on soit ensemble, une famille, et d'avoir un chez nous, quoi. Comment éviter ce genre d'arnaque? Peut-on repérer les pièges à l'avance? Enquête sur les nouveaux escrocs de l'immobilier. L'affaire Apollonia est sans doute le plus gros scandale dans l'histoire de l'immobilier. Une escroquerie de près d'1 milliard d'euros. Des notaires, mais aussi des banques sont mises en cause. 2000 personnes auraient été victimes de cette arnaque aux placements immobiliers. À la une ce soir, c'est une arnaque. Le système était tout simple, des propositions alléchantes d'investissement dans l'immobilier, un investissement défiscalisé, mais tout cela était faux. Bilan déjà 1500 familles grugées. Les victimes ont un point commun, toutes voulaient capitaliser pour leur retraite. Apollonia, une société de placement immobilier, leur fait une offre alléchante. Investir dans des appartements hôtels à louer. En théorie, les investisseurs n'auraient pas dû débourser un centime. Les loyers encaissés devaient rembourser leurs prêts. Mais la valeur des appartements a été surévaluée et les locataires sont rares, voire inexistants. Le système s'effondre et ce qui devait être la bonne affaire se révèle un système bien organisé. Une machine dont le but est d'endetter les investisseurs au profit du promoteur. Résultat, nombreuses sont les familles qui sont aujourd'hui détruites, ruinées. Certaines seraient même endettées sur plusieurs générations. Oui, alors, lundi à 4h30. C'est le cas de Roland, 71 ans. Chirurgien dentiste, il va devoir travailler jusqu'à 93 ans pour rembourser ses dettes. La première solution, ça a été le fusil de chasse. Pour eux, d'abord. Vous y avez vraiment pensé? Ah oui. C'était mon rêve. Non plus belles années de retraite, ils ont foutu en l'air. Il faudra qu'ils paient. Qui se cache derrière cette gigantesque escroquerie immobilière? Qui sont les victimes? Comment ont-elles pu s'endetter à ce point? Aujourd'hui, une association regroupe les victimes d'Apollonia. À sa tête,
Claude Michel. Proviseur à la retraite, il a emprunté 1 400 000 € pour acheter 9 appartements. Comme tous ici, il s'est fait avoir par le discours rassurant des commerciaux. Alors, la consigne, c'était surtout n'en parlez pas à votre notaire parce qu'il ne comprend rien. La deuxième consigne, n'en parlez pas à votre comptable. Rappelle-toi, faites-nous confiance, nous, on prend tout en charge. L'homme à la tête d'Apollonia, c'est Jean Badache. Il serait l'un des principaux responsables de cette arnaque. Ce serait d'ailleurs là-dessus qu'il aurait bâti sa fortune. Aujourd'hui, il est mis en examen. Les victimes qui l'ont rencontré s'en souviennent encore. Monsieur Badache, c'est une armoire à glace qui apparaît puissant, dominateur, qui est intelligent dans ses propos, qui sait vous parler. Le personnage, déjà, par lui-même, quand il arrivait, il en imposait, comme on dit. Pour certains, il était même écrasant. Il sortait de l'avion, il rentrait dans les plus grands hôtels, les plus grands hôtels parisiens, le Royal Hotel, etc. Ensuite, il partait avec tout son staff et leur famille dans un yacht qu'ils avaient loué, et puis ils allaient passer 15 jours aux Caraïbes. Lui, comme c'est des marcheurs, se déplaçait dans un véhicule à l'étoile, on va dire, mais toujours le dernier modèle et le plus puissant. Les victimes dénoncent les méthodes commerciales d'Apollonia. Coups de fil pressants, relances incessantes, tout semble avoir été fait pour précipiter le client et l'empêcher de réfléchir trop longtemps. La deuxième fois, il me dit « Ah, monsieur Michel, alors toujours pas décidé, vous allez rester tout seul sur le quai, hein. Qu'est-ce que vous attendez pour monter dans le train ?» J'ai dit « Écoutez, moi je suis pas pressé, mais attendez pas qu'il soit parti, parce qu'après ça sera trop tard. Des occasions comme ça, dans une vie, il n'en passait pas beaucoup, il faut savoir les saisir. » C'était vous décidez, c'est ce soir. C'est pas parce qu'on va pas déplacer monsieur Badache. 36 fois, monsieur Badache, il a beaucoup de travail, c'est un homme important. Vous l'avez devant vous, c'est le moment de signer. Il ne faut pas nous dire, je vais réfléchir encore, on est déjà venu une fois, c'est la deuxième. Là, où vous nous dites c'est terminé, ou on repart avec les signatures. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit oui. J'ai dit oui, et j'ai signé. Moi, j'avais peur. Je ressentais un mal-être. Il y avait une telle pression, une telle intimidation. J'avais envie de fuir, mais j'ai signé quand même. Alors, qui est vraiment responsable de cette gigantesque manipulation? Comment des milliers de victimes ont-elles perdu ce qu'elles avaient mis toute une vie à économiser? Nos équipes ont voulu savoir si la société Apollonia propose encore ce genre d'investissement. C'est ici, à Aix-en-Provence, que se trouvent les bureaux de l'agence. Munis d'une caméra cachée, nous nous faisons passer pour des clients potentiels. Oui, bonjour, c'est bien Apollonia? Oui, et c'est à quel sujet? En fait, on cherche à faire un placement. D'accord, donc malheureusement, on ne s'occupe pas de ça. Ah bon? Mais pourtant, on nous a recommandé de venir vous voir. Je pense que c'est une erreur. Mais vous êtes bien Apollonia qui faites de la gestion de patrimoine? Je pense que c'est une erreur. Et il faut prendre rendez-vous ou Je pense que c'est une erreur, tout simplement. Mais je comprends pas, ma secrétaire... Mais mademoiselle... Je suis pas habilitée à vous. Nous poursuivons notre enquête en nous rendant cette fois-ci chez le patron d'Apollonia. L'homme se serait établi dans l'une des villes les plus huppées de la région marseillaise. Il habiterait cette luxueuse villa de plus de 1000 mètres carrés avec piscine, jardinier et vigile. Il posséderait également un chalet en Suisse de 7 millions d'euros ainsi qu'un riad au Maroc. Bonjour. Oui, bonjour, je suis journaliste et j'aurais souhaité parler à monsieur Badache, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible. Il y a moyen de le... Malgré nos relances, l'homme ne répondra pas à nos questions. Aujourd'hui, Claude Michel est bien décidé à se battre, ce qui n'a pas toujours été le cas, car il s'est longtemps senti coupable d'avoir ruiné sa famille. J'étais très gêné d'aller raconter cette histoire parce que bon, j'étais dans la peau de l'imbécile qui s'était fait avoir. Voilà. Et bon, j'ai été rassuré le jour où j'ai appris que j'étais malheureusement pas tout seul. Claude Michel porte plainte en avril 2008 et se joint ainsi à 400 autres victimes. Maître Gobert, l'avocat des familles, dénonce les rouages de ce qui lui semble être une escroquerie particulièrement sophistiquée. Les comptes bancaires des victimes auraient été falsifiés.
Bien, là, nous avons un exemple d'un extrait de compte. Sur l'original que vous avez ici, on peut voir facilement qu'il y a un prélèvement d'un crédit. Et sur le document qui est ici à ma droite, qui a été falsifié, on voit apparaître la même somme. Et cette somme a été transformée en prélèvement du Trésor public. L'objectif de cette manœuvre, masquer l'endettement des personnes pour qu'elles continuent à obtenir des prêts. Ainsi, Apollonia pouvait leur vendre plus d'appartements. Sur ces dossiers, il apparaît très nettement que nos revenus ont été majorés, nos charges ont disparu, pour faire de notre taux d'endettement quelque chose qui soit acceptable par la banque. Les banques qui ont accordé les crédits pouvaient-elles vraiment ignorer que les dossiers étaient falsifiés? Pour le savoir, nous avons retrouvé la trace du directeur de l'un de ces établissements bancaires. L'homme est aujourd'hui directeur commercial chez un grand promoteur immobilier. Détail troublant, c'est le même promoteur qui a construit 60% des appartements vendus par Apollonia. Nous le rencontrons équipé d'une caméra cachée. Apparemment, il est question de faux. De faux. Il était question de masquer la capacité d'endettement. Est-ce que vous aviez les moyens de vous rendre compte de ça? S'il est bien fait, c'est compliqué. Vous pouvez avoir des relevés de compte qui ont été trafiqués. Tous les gens tirent leur relevé de compte, enfin, la majorité de gens tirent leur relevé de compte d'Internet. Je sais qu'il y a des... C'est possible de falsifier des comptes de banque. Je ne sais pas comment il faut faire, mais il paraît que oui. Il paraît que c'est falsifiable. L'ancien banquier assure lui aussi avoir été manipulé. D'ailleurs, dans cette affaire, les banques se sont constituées partie civile. Mais pour Maître Gobert, elles ne pouvaient pas ignorer la supercherie. Si elles ont fermé les yeux, c'était tout simplement pour augmenter leur chiffre d'affaires. Par exemple, le même établissement financier a consenti à la même personne des crédits en 2003, mai 2005, juin 2006, août 2006, tout ceci pour un montant d'1,5 million d'euros. Donc, autrement dit, la banque, en toute connaissance de cause, a participé au surendettement des personnes en question. Dans son combat pour dénoncer la responsabilité des banques, Maître Gobert a un allié inattendu. Maître Monneret, l'avocat de Jean Badache qui connaît très bien le dossier. Mon client roulait sur l'or, incontestablement, il ne s'en cache pas. Il a effectivement des biens immobiliers, ça c'est vrai. Il a eu un chalet en Suisse, il vit dans une très belle maison à Pessas. Mais tout ceci provient d'une activité normale. Si Maître Monneret avoue que des faux ont bien été établis, pour lui son client n'a rien à voir avec tout ça. Il y a justement des personnes dont le métier est d'attirer l'attention des clients sur les risques qu'ils prennent. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie dans ce dossier d'une audition très poussée des notaires, des banques, et de rechercher à travers ces auditions si Apollonia est le seul responsable. Apollonia n'aurait d'ailleurs pas pu opérer sans l'aide de certains notaires. 3 d'entre eux auraient validé 75% des actes et auraient ainsi empoché 6 millions d'euros. Comment pouvaient-ils ignorer les risques qu'ils faisaient courir à leurs clients? Pourquoi ne les ont-ils pas mis en garde? Quelle est leur part de responsabilité? Nous retrouvons Claude Michel. Ce jour-là, il se rend chez le notaire qui a ratifié les actes pour 3 de ses appartements. Mais je voudrais essayer de rencontrer Maître Monneret. C'est un notaire auquel j'ai posé un certain nombre de questions par écrit à de multiples reprises. Les dernières par le biais de 3 courriers recommandés avec accusé de réception. Et n'ayant jamais eu de réponse aux questions que je lui ai posées, je vais essayer de lui poser de vive voix aujourd'hui. À l'étude, la méfiance est de mise. Alors nous accompagnons Claude Michel, muni d'une caméra cachée. Je suis un client de Maître Jaune. Auriez-vous le rencontrer, s'il vous plaît? Lorsque le notaire nous reçoit dans son bureau, Claude Michel est surpris. Cet homme n'est pas celui qui s'est occupé de ses affaires. Vous avez terriblement changé depuis. Vous avez grandi terriblement.
Je ne vous reconnais pas toujours, ça c'est sûr. Donc c'était Anne-Claire qui a dû... Ou alors c'est moi, mais c'est... Non, c'est pas vous, ça c'est sûr. Claude Michel est formel. Ce n'est pas avec ce notaire qu'il a signé les actes. Pourtant, c'est bien le nom et la signature de cet homme qui figurent sur le document. C'est strictement interdit par la loi. Est-ce que vous considérez que vous êtes commis de faute? Je ne considère pas commis de faute dans la mesure où nous allons tout respecter. Et comment se fait-il qu'on ne se soit jamais rencontrés? Le notaire affirme malgré tout ne rien avoir à se reprocher. Cela pourrait pourtant lui valoir une mise en examen et une incarcération. Claude Michel, de son côté, n'en saura pas davantage sur le véritable rôle de son notaire. Il a donné des réponses qui ne me satisfont pas, ou pas totalement. Il devra s'en expliquer devant le tribunal, mais apparemment il ne souhaite pas nous les donner et je pense que je comprends très bien pourquoi il ne nous les communique pas, les réponses. Janvier 2010, 3 notaires des Bouches-du-Rhône sont mis en examen et incarcérés pour leur participation présumée. Ils sont soupçonnés d'avoir joué les hommes de confiance auprès des investisseurs et des banques. Les promoteurs auraient également joué un rôle non négligeable puisqu'ils auraient vendu pour près d'1 milliard d'euros de construction. Voici l'une des résidences hôtelières commercialisées par Apollonia. Claude Michel est propriétaire d'un appartement de 4 pièces. J'ai acheté cette maison, disons, 250 000 euros en 2003. Elle se compose donc de la pièce dans laquelle nous sommes, qui est la pièce principale. Ici, une chambre avec 2 lits séparés. Une deuxième chambre avec un lit double. Alors ici, on retrouve la 3e chambre, puis une petite terrasse qui donne sur le parc. Les appartements et les loyers auraient été surévalués. Claude Michel veut donc en avoir le cœur net. Pour cela, il est accompagné d'un expert foncier agréé par la justice. Ses calculs sont formels. L'appartement qu'il a acheté 250 000 euros n'en vaut en réalité que 80 000. Si on prend le prix de départ, le prix d'achat, dès le moment où ils ont acquis, qu'ils ont signé leur bail, d'emblée, la baisse était de l'ordre de 60%. Il y a une perte qui est évaluée à 170 000 euros sur le bien. D'après son analyse, les biens étaient surestimés au moins du double de leur valeur. Claude Michel a payé un 80 mètres carrés situé en pleine zone commerciale, 250 000 euros. Cela aurait pu en effet paraître suspect, mais le dossier était si bien monté qu'il ne s'est jamais douté de la supercherie. Vous saviez à combien était le mètre carré? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était un calcul qu'on ne pouvait pas faire parce que bon, c'est pas la construction classique type puisqu'il y a tout autour, on a participé au financement des allées, des voies, etc., des bâtiments annexes, de la piscine, de toutes les dépendances. C'est une escroquerie organisée. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai employé le terme le premier, c'est le procureur qui a parlé d'escroquerie organisée, escroquerie aggravée en bande organisée. Aujourd'hui, Claude Michel paye cher cette escroquerie, car pour acheter 9 appartements, il s'est endetté d'1 400 000 euros. Bonjour. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas-là. Allez, je vais travailler, on fait le point si tu veux, hein? Christiane, 66 ans, compte parmi les 2000 victimes. Cette femme qui voulait pleinement profiter de sa retraite a malheureusement dû reprendre le travail. Tout ça, pour l'instant, ça reste au rêve. C'est pour ça que cette carte est ici. Et je la regarde et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je connais de tout ça? Je connais que ça. Notre petite France, l'Italie, un petit morceau d'Europe. Tout reste à découvrir et c'est ce que j'avais prévu de faire à ma retraite. Pour l'instant, je le fais en rêve. Pour Christiane et son mari, le rêve d'une retraite paisible s'est aujourd'hui transformé en cauchemar. Ils ont acheté 5 appartements et doivent rembourser 8 000 euros par mois, soit le double de leur retraite. En mai 2008, criblés de dettes, ils arrêtent de rembourser leur crédit. Les banques hypothèquent alors leur propre maison. Désormais, elle ne leur appartient plus. Vous avez l'impression de plus être chez vous? Ah, je suis plus chez moi, non. Et plus rien ne m'appartient. J'ai passé ma vie à travailler en me disant, un jour, on va profiter de tout ça. Et puis, voilà, on n'a même plus notre propre maison. L'affaire Apollonia n'a pas eu que des répercussions matérielles dans leur vie. Christiane a sombré dans une grave dépression et sans traitement médical, elle ne tiendrait pas le coup. Ce couple est aujourd'hui rongé par la culpabilité, car il comptait sur cet investissement pour constituer un patrimoine immobilier à leur fils handicapé. Si c'était pas pour gagner plus et avoir beaucoup plus au niveau de la retraite, mais plutôt de pouvoir
offrir à ma famille, c'est-à-dire à mon épouse et à notre fils qui vit chez nous, notre fils handicapé, trisomique, de vivre une vie justement détendue, profiter un peu de la vie. Et moi je pensais qu'on allait pouvoir à 3 on se sent vraiment comme si on avait fait quelque chose de grave. On finit par à douter de soi, à se dire mais attends, on a fait quelque chose, on a raté une étape, on a raté quelque chose, on s'est trompé quelque part. Et en fait oui, on s'est trompé. On s'est trompé quelque part puisqu'on n'a pas eu la connaissance pour pouvoir dire non. L'affaire Apollonia est aujourd'hui entre les mains de la justice et devrait être jugée d'ici 2 ans. Les dirigeants ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Certains, après avoir été incarcérés, ont été libérés moyennant une caution de 5 millions d'euros. De leur côté, les victimes continuent de payer leur traite. Promoteur, arnaqueur! Promoteur, arnaqueur! Promoteur, magouilleur! Strasbourg, août 2008. 117 familles manifestent contre un promoteur qui a pris leur argent et qui a disparu sans laisser d'adresse. Moi j'ai acheté un appartement, donc le chantier a 1 an de retard, voilà l'état actuel du chantier. Donc moi j'ai été contrainte de retourner vivre chez mes parents, ne pouvant pas payer et mon crédit immobilier et un loyer d'un appartement. Donc j'ai 29 ans, j'ai plus rien, j'ai plus d'appartement, plus de vie privée, voilà. Fabrice a 34 ans. Il est chef d'équipe dans l'industrie automobile et fait partie des victimes de ce promoteur. C'est ici qu'il aurait dû emménager il y a déjà 4 ans. Ce devait être son premier achat. C'est un chantier à l'abandon. Ouais, putain, là, il y a quand même pas mal de flotte, hein, putain. Ça, c'est censé être les garages. C'est les garages. Voilà. Moi, il doit y avoir plus d'1 mètre d'eau, là. Un peu la désolation quand même. Ah, c'est un chantier complètement à l'abandon, quoi. Seul le gros œuvre a été fait. C'est tout ce qu'il reste de son rêve de propriété. C'est au rez-de-jardin qu'il avait choisi un 4 pièces avec balcon pour sa femme et ses 2 enfants. Là, il y a à peu près 88 mètres carrés. Là, il y aura une grande baie vitrée. Ça, ce sera le salon, salle à manger. Là, on aura une cuisine équipée, juste devant vous, là. Là, il y aura le WC et la salle de bain. Un petit couloir, là. Et puis, au fond, vous avez 3 chambres. Pour cet appartement, Fabrice a déjà versé 168 000 euros. Tous les mois, depuis 4 ans, il est obligé de rembourser son emprunt. Un emprunt pour un bâtiment livré aux 4 vents. Je paye le crédit, je paye le prêt pour un appartement que j'ai pas. Vous remboursez combien tous les mois ? À peu près 800 euros. Pour ça. Pour un tas de pierres, pour le moment. Le problème qu'il y a, c'est que si maintenant vous arrêtez, vous perdez tout, quoi. Vous perdez la somme débloquée déjà, celle-là, vous la reverrez plus. Hein. Donc, non, il faut le finir, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de le finir. Vous ne pouvez pas le revendre ? Vous le rachetez, vous. Personne va vous racheter ça, en l'état. Fabrice habitera-t-il un jour dans cet appartement ? En attendant, il n'a plus les moyens de payer de loyer. Il est obligé de vivre dans cette maison, chez ses beaux-parents. Ça fait combien de personnes qui vivent dans cette maison ? Oula, beaucoup. 7 personnes. 7 personnes. Depuis 1 an. Depuis 1 an. Une maison de 110 mètres carrés, dans laquelle il loge avec ses 2 filles, sa femme, sa belle-mère et la grand-mère de sa femme. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Tout le monde s'entraide. Hein. Et c'est vrai que bon, la situation, ils ne voyaient pas non plus comme ça, nous non plus. Hein. On n'a jamais pensé qu'on serait comme ça. Si on 2 familles vivre ensemble, c'est quand même... Même 3, on est 3. Hein. Pour laisser une chambre à leur fille, Fabrice et sa femme ont choisi de loger au dernier étage de la maison. Voilà. Bah, donc ça, c'est notre chambre. Ça doit faire, je sais pas, 15 mètres carrés, un truc comme ça. C'est votre maison ? En gros, oui.
C'est là où on vit tous les jours, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est notre seul coin d'intimité. Parce que sinon, toutes les autres pièces, c'est des pièces communes, en fait. On n'est plus chez soi, on a beau dire, ils sont super gentils mes parents. Donc vraiment, ils font tout pour nous, mais on n'est quand même pas chez soi. Avant leur arrivée, cette pièce était un grenier. Aujourd'hui, Virginie est enceinte de 8 mois. Le seul espace de libre pour accueillir le bébé, 2 mètres carrés, sous les combles. Vous aviez prévu qu'il arrive ici, le bébé? Pas du tout. C'était prévu qu'il arrive à Marmoutier. Et alors, comment vous allez faire? On va s'organiser. On a de la chance d'avoir encore un petit coin pour lui quand même. En espérant qu'avant ses 1 an, on soit parti d'ici. Ça va? Ça va, et vous? Bonjour. C'est où? Bonjour. En fait, c'est ici. Il faut rentrer par cette porte. Dans la région, Fabrice n'est pas le seul à squatter la maison de ses beaux-parents. Virginie a acheté un appartement au même promoteur. Avec son mari Steve et leurs 2 enfants, ils ont trouvé refuge aussi chez le père de Virginie. On est venu habiter ici parce qu'on s'en sortait plus du tout, quoi, financièrement. C'était plus possible. Hein. On commence à zéro, quoi. On est vraiment dans le rouge à la banque, quoi. On a tellement fait pour avoir notre chez nous et en fin de compte, tout est tombé, quoi. Donc là, La maison du grand-père sert aussi de garde-meubles. Où nous avons entreposé nos meubles. Enfin, nous avons par exemple notre canapé, on avait un canapé d'angle. Voilà notre canapé. On a encore des affaires dans des sachets. On a beaucoup de cartons aussi ici. On a notre meuble, nos meubles qu'on avait dans le salon, notre living qui était dans le salon aussi ici. Notre vaisselle. Enfin, c'est éparpillé un petit peu. Hein. Après 4 mois au milieu des cartons, Virginie a sombré dans la dépression. J'essaye d'être forte aussi pour mes enfants, quoi. Donc j'essaye de pas leur montrer, et de faire comme si tout allait bien. Et ça aussi, c'est dur, quoi. De faire toujours semblant, faire comme si tout allait bien, et en fait... Désolée. Ça part tout seul. Vous espérez que ça va finir tout ça? Oui, franchement, et qu'on ait de nouveau notre vie d'avant, quoi. C'est ce que je dis toujours, je demande pas grand-chose, mais juste qu'on soit ensemble, une famille, et d'avoir un chez nous, quoi. Depuis 1 an dans les médias, le scandale prend de l'ampleur. La manifestation des 117 familles passe en boucle. Ce qui nous réunit tous ce matin, c'est notre volonté en fait de dénoncer les agissements du promoteur dont nous sommes la victime, nous les 117 familles. En gros, les frasques dont nous ont rajouté 19 000 € ces 2 dernières années, en plus de l'argent que j'ai donné pour l'appartement. Et je trouve ça scandaleux et j'attends, oui, d'avoir mon appartement le plus vite possible pour le prix auquel je l'ai acheté. Et pourquoi pas de rêver qu'un jour on me rende ces 19 000 € que j'ai payés et qui à fond perdu. Et je trouve ça scandaleux, quoi. C'est comme si j'avais pris un prêt pour financer un couple de riches et je trouve ça dégueulasse. Pascal a réussi à retrouver la trace de ce couple de riches promoteurs, connu dans la région et qui a disparu du jour au lendemain. Donc ça, c'est les photos que j'ai obtenues dans une organisation qui sont le couple de promoteurs qui ont gâché mon existence, on va dire, ces 5 dernières années, à partir du moment où je leur ai acheté mon appartement. Donc c'est elle qui me l'a vendu, et donc ça, c'est son mari. Bon, il a presque le même âge que moi, il a même pas 40 ans, quoi. Et donc la passion d'Antoine dans ma vie, ce sont les sports automobiles, la moto, les voitures de course. Une passion coûteuse, mais le promoteur aurait organisé sa banqueroute et ouvert des comptes bancaires à son fils. Ça, c'est une autre photo où vous le voyez donc avec son fils, qui a apparemment beaucoup d'argent sur ses comptes bancaires. J'étais assez surprise de voir ça. C'est un jeune garçon qui doit avoir une 8aine d'années, quoi. Et qui apparemment dispose de centaines de milliers d'euros sur ses comptes bancaires, paye même des cotisations de golf pour son père dans certains clubs. À son âge, il fait beaucoup de virements et encaisse beaucoup d'argent. Le couple était connu dans la région pour ses goûts de luxe. Ils possèdent des appartements à Paris, des maisons en Alsace. Leur dernier projet, une maison de 324 mètres carrés qu'ils étaient en train de se faire construire dans la banlieue de Strasbourg.
Je peux rien affirmer, mais en gros, en personne, étaient et sont des flambeurs. C'est-à-dire, au vu et au su de tout le monde, ils ont roulé dans plein de voitures de luxe différentes, dont je ne citerai pas les marques. Régulièrement, et toutes les personnes qui la côtoient vous le diront, elle avait des billets de 500 € dans les poches et 2 jours d'affilée, elle était capable de sortir 1500 € en liquide pour faire du shopping avec ses copines. Enfin, ils menaient vraiment un grand train de vie. Je trouve ça, mais scandaleux, quoi. Scandaleux. Nous avons nous aussi mené notre enquête. C'est dans cette boutique de luxe, dans le centre de Strasbourg, que l'épouse du promoteur avait l'habitude de faire ses courses avant que le scandale éclate. Ici, le moindre sac à main est à 400 €. La patronne se souvient bien de cette cliente. Elle a des belles choses, oui, mais, mais c'est vrai que quand c'est un moment où on la voit plus, et donc j'ai compris quand l'histoire a éclaté, j'ai compris pourquoi on la voyait plus. Quant à son mari, son plaisir, c'est plutôt la vitesse et les voitures de luxe. Il connaissait bien ce concessionnaire de voitures de sport haut de gamme. Il faisait même de la compétition automobile avec lui. Combien on doit payer alors quand on veut être pilote dans une écurie comme ça? Alors ça dépend. On peut estimer ça un budget de l'ordre de 30-35 000 €. On paye la voiture, on paye la logistique. Et après, les consommables vont se greffer dessus. Donc, si vous mettez tout bout à bout, si vous mettez bout à bout, on double le budget. Ah oui, on arrive à 70 000 €. Je pense que 60 000, c'est vrai que les gens qui se payent un délire à 60 000 € chaque année, c'est pas dans la moyenne des salaires français. Depuis que le scandale a éclaté, l'écurie s'est retirée du championnat pour ne pas s'aligner avec un pilote devenu gênant. En termes d'image, c'est pas bon. Sur le plan éthique, c'est pas bon. Plan éthique? Ça ne m'engage que moi. Ce garçon est très malhonnête, ou très con. Vous pensez qu'il peut être très con? Ou qu'il connaît pas? Il n'y a pas de rumeur. C'est le fait que les gens qui spoliés se sont trouvés dans la merde, ça c'est pas de la rumeur, c'est un fait. Ce promoteur avait démarré 6 chantiers en Alsace. Celui de Pascal est l'un des plus avancés. Bernard a lui aussi acheté un appartement dans cet immeuble. 185 000 € pour 73 mètres carrés. Comment ont-ils pu verser une telle somme d'argent alors que leurs appartements sont loin d'être terminés? En gros, voilà la manière dont ça marche. Le premier appel de fonds versé est de l'ordre de 35%. Ça, c'est une fois que les fondations sont réalisées. Et ensuite, il y a des paliers que le promoteur doit atteindre pour émettre de nouveaux appels de fonds. En l'occurrence, réalisation de la dalle du premier étage, du deuxième étage, pose du carrelage, pose du placo. Et en fait, ce qu'a fait le promoteur dans notre cas, c'est qu'à chaque fois, il s'est débrouillé pour réaliser ces paliers, tout en omettant de réaliser des travaux intermédiaires. Donc avant même de faire le carrelage et de couler la chape, il aurait fallu mettre les réseaux gaz pour le chauffage. Lui, il ne s'est pas embêté à les mettre, il les a à peu près mis, il a fait couler la dalle, poser le carrelage et comme ça, on a dû payer. Non seulement Pascal a payé, mais elle s'est rendue compte trop tard que les travaux sont bourrés de malfaçons. Au niveau de la baie vitrée de mon balcon, déjà vous voyez que c'est pas du tout posé droit. Donc après ça craint parce qu'il y a l'air qui rentre ou l'eau. Et il y a un truc qui n'est pas pratique du tout, sur les pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est creux à l'intérieur. Et ça descend. Et là, vous voyez, hop, c'est déjà ce qui s'est passé de l'autre côté. La manœuvre pour pouvoir descendre les volets roulants, si nous mettons la sangle ici, la fenêtre ne s'ouvre plus, c'est coincé. On se rend bien compte que derrière, il y avait quand même une volonté d'escroquer, ce qu'il a fait d'ailleurs, pas seulement sur cette opération, mais sur toutes les autres opérations. En tout, plus d'une centaine d'appartements inachevés pour un préjudice total estimé à 6 millions €. Pour réparer les malfaçons et terminer les travaux de son appartement, il en coûterait 25 000 €. C'est pas une super expérience pour débuter dans la vie quand on achète un premier bien et qu'on s'est endetté pour ça, quoi. Tout ça pour que et son entourage, je sais pas ce qu'ils ont fait avec mon argent, mais toujours est-il que moi je l'ai donné et qu'aujourd'hui j'ai rien ou vraiment pas grand-chose, quoi. La justice a désigné des entreprises pour reprendre les chantiers. Mais les travaux vont encore prendre au minimum 1 an. Ce sera aux frais des acquéreurs qui devront rajouter en moyenne 25 000 €. Le promoteur, lui, a été mis en examen pour escroquerie, banqueroute et abus de confiance. Promoteur peu scrupuleux, constructeur qui ne termine pas les travaux, est-il aujourd'hui possible de faire confiance? En ces temps de crise économique,
L'heure est à la prudence. Pourtant, dans les salons de l'immobilier, il y a un produit qui connaît de plus en plus de succès. La maison premier prix. Neuve, fonctionnelle et surtout pas chère, elle intéresse les investisseurs en quête de la bonne affaire. Comment les constructeurs arrivent-ils à vendre des maisons à prix coûtant? Les prestations offertes sont-elles les mêmes que pour les pavillons classiques? Bon, je vais vous faire voir à peu près le genre de maison que vous pouvez avoir. Voilà, vous pouvez avoir ça qui fait 90 000 €. Plus loin, un constructeur nous propose la même maison, un peu moins chère, 80 000 €, qualité garantie. C'est tout à fait réalisable. Oui, c'est tout à fait réalisable. Oui, tout à fait. Avec les dernières normes d'isolation, on est en label Vivre Elec, voilà, définition de haut de gamme. Alors le premier prix. Et ici le prix baisse encore, 67 000 €. D'étage, voilà, c'est ce type d'habitation. Et là, est-ce qu'on peut avoir une maison de qualité? Là, oui, bien sûr, je ne touche à rien au niveau de la qualité. L'argument phare des vendeurs, faire construire sa maison est une solution beaucoup plus économique qu'acheter dans l'ancien. Pas du tout. Je pense que ça me coûterait plus cher parce qu'il faudrait le rénover. Et on n'a jamais vraiment ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'on amène déjà une dernière technologie en termes de matériaux, donc une très très bonne isolation thermique, un produit sur mesure, configuré au souhait du client, alors que dans l'ancien, le marché est très cher et il y a toujours de toute façon une partie rénovation et travaux qui est quand même relativement lourde. Alors à quoi ressemblent vraiment ces maisons premier prix? Peut-on faire confiance aux promoteurs? A-t-on réellement une habitation de qualité à ce prix-là? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un des plus grands sites de pavillons témoins. C'est le patron qui nous fait la visite guidée. L'homme, accompagné de son assistant, est à la tête de plusieurs marques de maisons individuelles. Voici le modèle le moins cher et le plus vendu. 90 mètres carrés pour 100 000 €. Un salon, une salle à manger, une cuisine aménagée là aussi. La maison témoin est entièrement meublée et décorée. Vous avez ici une salle de bain. Là, c'est une chambre dite parent. Le résultat qui paraît convaincant s'adresse aux budgets les plus modestes. Et pour ce prix, les constructeurs garantissent un cadre de vie agréable. Et vous avez en face une autre chambre qui, pour les besoins de la maison exposition, était aménagée en bureau. Selon le patron, aucune économie n'a été réalisée au détriment de la qualité et de la sécurité. Il n'y a pas de sacrifice qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice sur la qualité du fait qu'on est dans des modèles dont le prix est inférieur. Comme dans le contexte de l'automobile. Aujourd'hui, une automobile, vous ne sacrifiez pas la qualité et la sécurité. Vous avez des produits, vous avez des variantes, vous avez des packs d'options. Mais une voiture, comme une maison aujourd'hui, elle répond à un certain nombre de normes et de qualités. En apparence, la maison premier prix serait donc la bonne affaire. Direction Barzy-sur-Marne, dans l'Aisne. Pascal est ouvrier. Liliane, elle, travaille dans une station de péage. Il y a 2 ans, ils ont versé toutes leurs économies pour s'offrir une maison premier prix. Mais elle présente beaucoup de malfaçons. Le jour de la remise des clés, notre équipe munie d'une caméra cachée accompagne Liliane et Pascal. Oui, tout à fait. Ils sont venus demander des comptes au promoteur. Il a lui aussi réuni son équipe au grand complet. L'homme en blanc est le chef de chantier. Bonjour, monsieur Fouquet. Avec lui son assistant. Bonjour. Voici enfin l'expert qui travaille pour le constructeur. Donc là, en fait, on a des plafonds qui s'effondrent sur le coffre. Voilà. Premier problème, le plafond est mal fixé. Pour arbitrer ce face-à-face entre les propriétaires et le constructeur, nous avons sollicité l'avis d'un expert en bâtiment. Il y a un problème de fixation, c'est-à-dire qu'il manque des fixations, soit il manque des rails, soit il manque des vis au niveau des plaques de plâtre. Donc en fait, le plafond va avoir tendance à s'affaisser, c'est ça? Oui, en partie, là où il n'est pas fixé. Alors là, on peut... Second problème, les fenêtres ne ferment pas.
quand même un problème. Même ces fenêtres-là, bon, on me dit qu'ils sont aux normes, machin et tout, souhaite. Bon, j'admets que ce ne soit pas des qualités supérieures, mais bon... D'après Pascal, l'ensemble a été mal installé. Qu'on les pose correctement. On les pose derrière de là. Ils n'ont pas à être cintrés comme ça, je suis désolé. Vous étiez c'est là, pas possible ça. Moi, j'étais venu, il y avait même un commercial des fenêtres qui était là. Mais le constructeur a réponse à tout. Ils n'ont pas eu les pattes de fixation, on les a pas mis. Non, les pattes de fixation, il n'existe que pour les fenêtres de 160 de large. Sur ça, il En bas, non, mais pas celle-là, en bas, moi je parle. En bas, voilà. J'étais passé un... L'homme argumente tout, avec aplomb. Il dit oui, effectivement, il aurait dû avoir des pattes de fixation. Alors pourquoi on les a pas mis? Non, mais attendez, quand on est venu, on a vu leur pattes de fixation, on l'a fait venir exprès. On lui a fait voir que le produit qu'ils donnaient n'allait pas sur notre procédé. Il suffisait de mettre 2 équerres, de partager. Parce que c'est du PVC. Et le PVC, on a essayé de le fixer, on n'a pas pu. Le futur acquéreur, il est quand même hésitant parce qu'en face de lui, il a tout un tas de gens qui sont là. Vous avez remarqué qu'ils sont tous là pour lui dire qu'il se trompe. Oui, mais là... Il est le seul à dire mais ça bouge. Là la fenêtre elle fonctionne pas. Et puis tous les autres ils disent mais si monsieur ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne pas c'est parce qu'il y a telle ou telle raison. On lui raconte des arguties. La mauvaise foi du constructeur finit par agacer Pascal. Et le ton monte. Je constate que ça ne va pas. Oui, bon, parce que il y a des gens qui sont pressés. Oui, je suis pressé, ça fait 5 mois que j'ai du retard. J'ai 5 mois de retard. Vous pourrez confronter, j'ai déjà fait des maisons qui avaient 4 ans de retard. Oui, bah, si Cet homme en rouge est un voisin. Il finit par prendre parti. Il y a des gens qui sont des ouvriers, qui travaillent toute leur vie, qui mettent 1 million de francs dans une opération comme ça, terrain et maison, qui arrivent au moment où ça fait 2 ans que ça dure, qui se bouffent la santé. Elle mange plus. Je l'ai vu plusieurs fois au bord de la dépression. Et vous arrivez là en disant qu'il n'y a pas de problème, et que vous avez connu des constructions qui ont duré 4 ans, et que vous allez payer. C'est lamentable, c'est lamentable. Bah, dis pas c'est lamentable. Vous envoyez des lettres recommandées à votre direction, personne n'a répondu. Non, j'ai envoyé des lettres recommandées. Personne ne répond, tout le monde se fout de leur pouvoir. Et vous dites des choses comme ça, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Ça ne me paraît pas raisonnable de répondre à quelqu'un, bah oui, vous êtes en retard, mais on a eu des cas où il y a eu 4 ans de retard et vous n'avez plus qu'à prendre votre mal en patience. C'est pas une façon de résoudre le problème. La façon de résoudre le problème, c'est de constater s'il y a un problème, oui ou non. S'il y a un problème, on résout ce problème. Mais on ne s'en sort pas par des pirouettes. Pour les promoteurs, ces problèmes sont plutôt rares. Et pour eux, rien ne sert de s'énerver. Ils s'engagent à chaque fois à trouver une solution pour satisfaire le client. Il doit y avoir, compte tenu du volume, des défaillances de ci, de là, mais globalement, l'organisation à travers les conducteurs de travaux qui suivent régulièrement l'état d'avancement des différents chantiers, logiquement, ça ne doit pas se produire. Je ne dis pas que, bien entendu, il peut y avoir quelques exemples malheureux, mais en tout cas, toutes les erreurs sont corrigées, sont rectifiées, et ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'avoir un client qui est satisfait, livré dans de bonnes conditions. Il y a certainement les mêmes problèmes qu'ailleurs. Maintenant, on fait en sorte que de rattraper les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, et en imaginant qu'il y en ait après la réception, ce qui arrive de temps en temps, nous avons un service après-vente, nous avons des personnes qui ne font que ça, et qui interviennent au fur et à mesure. Globalement, ça se passe bien. Vous dire qu'il n'y a jamais de problème, c'est pas vrai, il y en a. D'autant plus qu'on fait plus de 1000 maisons par an, vous imaginez assez aisément qu'il y en a des problèmes. Des centaines de milliers de maisons construites depuis des dizaines d'années aujourd'hui, eh bien, elles sont sans aucune difficulté. Et bien sûr, celui qui est content ne le dit pas. Hein. Celui qui se plaint, évidemment, on le fait savoir, bien entendu, et c'est normal. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Je crois que toutes les politiques qui ont été menées depuis maintenant une bonne dizaine d'années ont objectivement amélioré la qualité du bâti en France dans le domaine de la maison individuelle. Toute la structure est comme ça. À en croire les professionnels, tout ce qui arrive aujourd'hui à Liliane et Pascal est exceptionnel. Le constructeur, lui, ne semble pas surpris. Ces problèmes sont liés au manque de main-d'œuvre qualifiée dans le bâtiment. Voilà, je vous explique. Et les raisons que je voulais vous dire, c'est que dans le bâtiment, on n'a plus de personnel. Voilà. Oui, bah voilà. Vous avez vu le personnel compétent. Voilà. Alors moi, cette maison-là, je vous la fais par un architecte, je vous la fais à 1,8 million. Oui. Non mais moi j'ai pas discuté. Un peu plus cher, oui, mais vous le payez un peu plus cher. J'ai pas discuté le prix. Moi, on m'aurait dit ça coûte. Moi, non mais fallait me dire, on va vous faire une maison bas de gamme. L'argument on paye pas cher, donc oui. on a des choses pas bien. Non. Ah si, il y a un peu de ça quand même. J'ai pas dit ça, c'est-à-dire que tout le monde tire les prix. À ce moment-là, il faut nous dire, la maison, on la vend 100 000 francs de plus, et puis on aura peut-être la chance d'avoir des gens compétents et qu'on aura un produit fini. Alors ces problèmes sont-ils aussi rares que ça? Si les constructeurs ne comptabilisent malheureusement pas ces litiges, les avocats spécialisés, eux, ont l'habitude de ce type d'affaires, surtout quand il s'agit de maisons premier prix. C'est en fait des problèmes de main-d'œuvre
des constructeurs peut-être qui multiplient les chantiers à la demande, on va dire aussi des clients. Une volonté aussi de terminer vite le chantier, une volonté aussi de tirer sur les prix en mettant peut-être des matériaux de moins bonne qualité ou en essayant de réduire, on va dire, le coût de la construction. Mais avouez quand même que quand vous avez mis toutes vos économies là-dedans, que vous êtes défoncé, vous acceptez pas qu'on vous vende une merde, même si pour vous rassurer, on vous dit ailleurs c'est pire, ou ailleurs ça aurait pu être pire, ou on aurait pu même prendre votre argent et pas vous la construire du tout la maison. Mais ça, c'est pas des excuses pour monsieur. Moi, ce que j'espérerais pour pouvoir les rassurer et manger avec eux tranquillement, c'est que vous leur disiez, monsieur, madame, vous n'avez pas à vous inquiéter, on va pas vous chercher de soucis, on va vous refaire votre maison en bonne et due forme, on va tout vous réparer comme ça doit être fait, et vous aurez une belle baraque, et au contraire, commercialement, on pourra dire, voilà ce que a fait pour défendre sa réputation comme il avait avant. Le constructeur, de son côté, estime que le travail a été fait correctement. Vous pouvez prendre ma lampe, s'il vous plaît. Le couple, qui estime le coût des réparations à 15 000 €, refuse de payer le dernier versement de la maison. Alors pour les émissaires du constructeur, pas question de leur remettre les clés. Mais nous, de toute façon, le système, c'est un peu dur. Vous pouvez nous donner les clés quand même. Non, mais non, monsieur n'est que le salarié, c'est pas le patron de la boîte. Non. Donc, on a des ordres, on peut téléphoner, mais à mon avis, on aura la réponse, c'est bien. Le constructeur ne peut pas retenir les clés au motif que le client entend exercer cette retenue de garantie. Donc, ça veut dire... Ça veut dire qu'il est obligé de remettre les clés. Le constructeur ferme aussitôt la maison. Il ne remettra pas les clés au couple. En fait, on ferme tous les stores et ferme la clé et en fait, on n'a plus accès à la maison. C'est sûr que c'est dur. Moi, ça me désole de voir ça. Mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Je suis coincé de toute façon. On est obligé d'attendre que ça soit fait correctement ou je sais pas, je ne sais rien. Je trouve que c'est lamentable quand même. Erwan Seznec, vous êtes journaliste à Que Choisir. Comment expliquer concernant les produits de défiscalisation comme Apollonia par exemple, que ces biens qui sont censés être des investissements locatifs ne trouvent pas de loueurs ? La réponse est extrêmement simple, c'est parce qu'on les a construits dans des endroits où il n'y a pas de locataires. On a construit dans des résidences de tourisme dans des stations de moyenne montagne. On a construit des résidences pour étudiants dans des villes où il n'y a pas d'université. Et on a construit des résidences pour des locataires normaux dans des petites cités moyennes où il n'y avait absolument aucune demande, où elle était atone. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas construit dans les endroits où il y avait de la demande ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de terrain. À Paris, à Nice ou à Lyon, on ne trouve pas de foncier libre. En revanche, à Carcassonne, Agen, à Montauban ou à Albi, on trouve des terrains. Donc on y construit, mais on n'y trouve pas de locataires. Et à l'arrivée, ce sont les gens qui ont investi dans ces produits, qui ne pourront pas faire jouer la défiscalisation, parce qu'il faut impérativement un locataire pour pouvoir défiscaliser, et qui n'auront pas de rentrée de loyer. Pascal réussira-t-il à récupérer les clés de sa maison ? De toute façon, je vais prendre un avocat, de toute façon, c'est clair. C'est dommage d'en arriver là, mais je suis obligé de prendre un avocat. Cet homme, lui, n'aurait jamais imaginé que sa maison, le rêve de toute une vie, virerait au cauchemar. Vivre vraiment dans comme des clochards qui ont finalement une maison et un toit sur la tête, quoi. Philippe et Sonia, eux, cherchaient une maison sans travaux. Ils pensaient l'avoir trouvée par petites annonces, mais là encore... La tapisserie s'enlevait comme un autocollant. Vous voyez, ça part tout seul. Donc il y a le parquet à travers lequel je suis passé. Mon pied est passé à travers ici. Dans un instant, vous verrez que les promoteurs immobiliers ne reculent devant rien pour s'enrichir. Retour avec Pascal et Liliane. Ce couple qui avait mis toutes ses économies pour devenir enfin propriétaire d'une maison premier prix. Le jour de la remise des clés, rien ne se passe comme il l'avait prévu. L'entrepreneur refuse de leur remettre le trousseau. C'est sûr que c'est dur. Moi, ça me désole de voir ça. Mais bon, j'ai pas le choix, de toute façon, je suis coincé de toute façon. Pascal doit quitter sa maison. Mais attendre que ça soit fait correctement, ou je sais pas, je ne sais rien. Je trouve que c'est lamentable quand même.
Monsieur le maire, quand vous voyez ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Fallait pas sortir. Il fallait rester dans la maison et le constructeur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'aurait fait le constructeur? Le constructeur, soit il se fâche, soit il fait appel à la gendarmerie, auquel cas je lui réponds oui. Même si les gendarmes viennent, je peux rester dans la maison, je suis dans mon droit. C'est pas ça. C'est qu'on est dans une négociation et c'est celui qui fait preuve de ténacité qui emporte le morceau. Mais dans ce cas présent, c'est le constructeur qui l'emporte, car même la perspective d'un procès ne lui fait pas peur. Si vous persistez, vous nous changez les fenêtres, nous on ne réceptionnera pas. Vous prendrez un avocat. Bah, de toute façon, je vais prendre un avocat, de toute façon, c'est clair. C'est dommage d'en arriver là, mais je suis obligé de prendre un avocat. Ça prendra du temps, je sais. Mais 6-7 ans. Oui. Là voilà. Quand j'ai une liste de réserve comme ça, c'est des dossiers qui. En ce moment, je fais un dossier 95. Je vais pas faire de cours d'appel de Douai. Oui, mais nous, on ne demande pas à avoir une expertise judiciaire. Moi, je demande qu'ils changent. Ils sont pas dans leur maison. Pas long. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Oui, voilà. Donc en fait, je suis obligé. Ça sert à rien d'aller en judiciaire. Il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout. Le constructeur joue sur différents arguments. Si vous tenez à ce qu'on en discute, vous devez saisir les tribunaux. Vous allez devoir attendre 6 à 8 ans. Donc en fait, il exerce une pression sous forme de chantage en disant de toute façon, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les clés. Et c'est légal de la part du constructeur? Non, c'est pas du tout légal. C'est pas légal de faire cette rétention de clés, tout simplement. Ce chantage aux clés. 6 mois plus tard, le constructeur n'a fait aucune réparation. Liliane et Pascal, eux, n'ont pas saisi les tribunaux. Ils ont même fini par céder, car pour récupérer les clés de leur maison, il leur a fallu payer le dernier versement. Aujourd'hui, ils vivent dans une maison pas terminée. Le plafond menace de s'effondrer à tout moment, et les fenêtres ne ferment toujours pas. Donc moi, maintenant, je suis obligé, au fur et à mesure que je refais mes pièces, je redécoupe toute la largeur de placo, je refixe mes fenêtres correctement dans les règles de l'art, avec des pâtes métalliques. J'essaye de rattraper ce qui a été mal fait. Ça veut dire qu'il faut faire la peinture, qu'il faut scier. Ah bien sûr, il faut scier, il faut refaire de l'enduit, enfin tout. C'est un boulot. Je devrais pas avoir à faire ça. C'est pas une vieille maison que je rachète que je suis en train de rénover. C'est une maison neuve. Ça. Le cas de Liliane et Pascal n'est pas exceptionnel. Et ce genre de litige peut parfois durer des années. Monsieur Garnier, lui, n'a pas cédé aux diktats des constructeurs. Il les a même poursuivis en justice. Ça fait maintenant 6 ans qu'il vit dans cette maison premier prix, au nord-est de Paris. 46 000 € pour devenir propriétaire. Une aubaine, mais il a très vite déchanté. Donc, voilà, on est dans une maison. Alors, tout a commencé pour moi, j'étais tout content, on devait la réceptionner en 99. Et je m'aperçois qu'ici, à cet emplacement, il y avait une grosse tache humide. Donc là, il faut savoir, il y a une cloison. Et en fait, c'était sur le parpaing. Là, on était un petit peu inquiets, on cherchait d'où ça venait. On nous dit au téléphone, aucun problème, les maisons sont humides lors de la construction, aucun risque. Je discute un petit peu avec mon voisin qui m'interpelle. Et là, surprise, il me dit que sa gouttière est incrustée dans mon mur et en fait, c'était les eaux pluviales qui se déversaient complètement dans la cuisine. Voilà. Alors, en allant dans le jardin de mon voisin, je m'aperçois que sa gouttière était complètement incrustée dans le mur. Donc, depuis 99, moi, je suis toujours en travaux parce que certaines prestations n'ont pas été effectuées. Il faut savoir que là, par exemple, vous avez l'entrée du vide sanitaire. Donc, en l'occurrence, ils m'ont laissé un trou complètement béant, donc qui n'est pas refermé, à l'air libre. Et ils ont eu l'intelligence de le commencer en plein milieu de l'entrée. C'est-à-dire que lorsque mes enfants rentrent ou sortent, s'ils vont un peu trop vite, ici, en fait, c'est le vide. La maison a été construite presque 1 mètre plus haut que prévu. Dans la théorie, le niveau du sol aurait dû être approximativement ici. Voilà. Là, on s'aperçoit que le niveau du sol est là pour l'instant. En fait, c'est pas une fenêtre, on pourrait croire que c'est une fenêtre ici. C'est une porte-fenêtre en fait, c'est une porte-fenêtre, donc effectivement, vu comme ça, oui, c'est une fenêtre maintenant. Ce n'est plus une porte-fenêtre parce que si vous cherchez à descendre là, vous êtes un petit peu mal réveillé le matin, je crois que la chute est quand même rude.
Ça glisse, vous tombez. On s'aperçoit que c'est mis avec des planches en bois complètement pourries, là. On va en soulever une, des morceaux de verre, il y en a partout. J'espère quand même qu'un jour le constructeur va dire « Oui, effectivement, il faut faire quelque chose. Effectivement, on a fait une erreur. » Je souhaiterais quand même que le constructeur dise « Oui, on a fait des erreurs. Il va falloir quand même qu'on fasse que notre client soit heureux. » C'est pas le cas jusqu'à maintenant. Résultat, la maison est devenue un véritable gouffre financier pour la famille Garnier. 50 000 €, c'est le montant des travaux, soit le prix qu'ils ont payé pour être enfin propriétaires. Ouais, bah ça va falloir refaire tous les murs. Quant à Pascal et Liliane, ils ont dû s'endetter à nouveau pour financer les travaux de réparation. Acculés, ils ont même vendu leur voiture. Ils me disent, ouais, financièrement, de toute façon, c'est se priver de vacances maintenant, c'est tout ça, alors que parce que l'argent va être destiné à combler le trou dans le budget qu'on a là, à cause de ces gens-là. Mais ils s'en foutent totalement, ces gens-là, de toute façon. Ce qui compte, c'est de faire la maison, de toucher leur chèque, et puis voilà. C'est difficile, il n'y a pas de nom, c'est véritablement un cauchemar. Faut se priver vraiment de tout. Faut avoir un moral d'enfer, des aides financières de la famille en or qui peuvent vous aider, beaucoup d'idées, se surendetter, donc reprendre des prêts à nouveau et toujours, vivre vraiment dans comme des clochards qui ont finalement une maison et un toit sur la tête, quoi. Malheureusement, les tribunaux ne désemplissent pas avec ce genre d'affaires. Chaque année, des milliers de Français sont victimes d'arnaques en voulant construire la maison de leurs rêves ou tout simplement assurer un toit à leur famille. Faire construire sa maison demande de l'argent, mais surtout beaucoup de précautions, car les arnaques immobilières sont nombreuses. En achetant cette pimpante maison jaune à la façade fraîchement repeinte, ce couple pensait faire une bonne affaire. Bonjour. Bonjour. Entrez. Qui me fait enchanter. Bonjour. Nous sommes à Lorient. Comme 82% des Français, Philippe et Sonia rêvaient de devenir propriétaires. Et pour y accéder, ils ont dû casser leur tirelire. 129 000 € pour cette maison de 150 mètres carrés, trouvée par annonce. Cause départ, vent maison de ville, 1910, rénovée sur 3 niveaux, 150 mètres carrés habitables, 4 chambres plus mezzanine, cour intérieure sans vis-à-vis, 129 580 €. Eh bien, c'était ce qu'on cherchait. On cherchait une maison sans travaux, donc si ce n'était juste quelques travaux d'aménagement, de décoration intérieure. Nous, ça nous correspondait tout à fait. Et dans un quartier qu'on trouvait agréable, il y a les écoles à côté pour les enfants, donc c'était l'idéal pour nous. La maison, entièrement refaite à neuf par l'ancien propriétaire, est un véritable coup de foudre. Philippe et Sonia se décident dès la première visite. Ce jour-là, jamais ils n'auraient imaginé signer pour des années de galère. Vous pouvez voir comme c'était plutôt accueillant. Ici, les papiers sont en état. Qu'est-ce qui vous a séduit par exemple ici? Les couleurs? Bah voilà, oui, les couleurs, les papiers. Couleurs, même les si papiers. c'est pas forcément, nous on l'aurait sans doute pas fait comme ça, mais Une petite cheminée, donc ça peut être aussi utilisable, c'est toujours sympa dans une chambre. c'est fait avec un certain goût. Et tout était fait pour séduire le client. On est arrivé ici, il y avait un joli feu de cheminée, la maison était meublée, il y avait des tapis au sol, c'était en plus bien décoré. On a été accueillis par des gens avec des enfants en bas âge. On a su qu'ils étaient en discutant qu'ils étaient militaires. Lui allait devenir gendarme. Donc dans notre tête c'était bon. On se posait même pas de questions. On s'est dit bah tiens. Ça donnait un crédit, en fait. Oui, ça donnait un crédit. Voilà. Et donc puis on n'aurait jamais pensé à ça en fait, quoi. On a eu un thé, vous savez, c'était une bonne ambiance. Hop, c'est feu. Mais ils déchantent peu de temps après leur arrivée. C'est un artisan qui donne l'alerte. On s'est rendu compte que la tapisserie s'enlevait comme un autocollant. Vous voyez, ça part tout seul. Et l'artisan... Le doigt s'enfonce. Et le doigt, regardez, ça s'enfonce, vous voyez? Voilà. Et donc, l'artisan, quand il a vu ça, il a pris le taux d'humidité. Il s'est dit, moi, je suis désolé, je travaille pas sur un mur comme ça. Il y a un pourcentage beaucoup trop élevé. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce mur se dégradera toujours. Malheureusement pour eux, tous les murs de la maison sont rongés par l'humidité. Il n'y a eu aucun nettoyage des murs. Et le plafond n'est pas plus fiable.
Quand vous l'avez acheté, est-ce que vous aviez vu ces craquelures? Non, puisque tout était... Il y a un lambris plastique qui était partout. Là, voilà. Un faux plafond lambrissé dissimule l'ancien complètement délabré. Et qui masquait en fait toute ce qui était en dessous, enfin au-dessus en fait, et qui est le faux plafond d'origine qui doit avoir une centaine d'années à peu près, quoi, ou 50 ans au moins, quoi. Philippe et Sonia, affolés par l'état du salon et de la cuisine, inspectent alors tous les murs de la maison. Comment c'était quand vous l'avez acheté? Tout recouvert Exactement comme ça, c'est-à-dire que si vous prenez dans l'autre sens, voilà, vous verrez. Voilà. Alors, vous prenez cet angle-là. Quand ils l'ont acheté, tout était impeccable. Aujourd'hui, l'entrée est dans un état déplorable. Et tout était recouvert comme ça en bleu, donc ça faisait un superbe bel effet, quoi. Hein. Et quand on a enlevé les lambris, c'est-à-dire un artisan a enlevé les lambris pour évaluer les travaux qui étaient à faire. Et ben voilà. Alors vous regardez ici. Là, on a été obligé de boucher parce qu'on avait peur des rats. Voilà. Parce que ça donne dans la rue. Ça donne sous le trottoir. Voilà. Hein, ça donne sous le trottoir et effectivement on avait peur d'invasion de rongeurs, donc on a bouché. Ils ne sont pas embêtés, ils ont carrément laissé le mur en l'état, quoi. Si bien qu'il n'y a pas de calfeutrage. On peut passer du courrier par l'extérieur ici. Voilà. Voilà, ici par exemple, je vais fermer comme ça, on le verra mieux. Donc il n'y a pas de calfeutrage non plus. Voilà, on peut voir mes doigts, j'imagine, de l'autre côté. Voilà. Le couple, anéanti par l'état de délabrement de la maison, sollicite les services d'un expert pour évaluer l'étendue des dégâts. Pour lui, aucun doute sur la responsabilité de l'ancien propriétaire. Bonjour, vous allez bien? Pardon. Bien. Alors ici, je vous disais tout de suite, quand on trouve des lambris partout, avec des couleurs différentes, alors d'abord c'est des lambris de basse qualité, c'est des lambris avec beaucoup de nœuds, et ça permet de cacher tout. Vous voyez les bas de mur comment ils sont? C'est très agréable de voir cela. On croit avoir en fin de compte quelque chose de propre, de beau, de décoré, quelque chose de tout à fait design. Puis en fin de compte, on a caché la misère, quoi. On a caché l'humidité, les plâtres qui sont pourris, enfin, on a caché tout. Voilà, la cave. Ce que l'expert découvre dans la cave est encore plus inquiétant. La maison menace de s'écrouler à chaque instant. Et ici, vous avez un étai dessous. S'il y a un étai, c'est qu'il y a une raison. Sinon, il n'y a pas raison de mettre un étai dans une maison. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à tenir cette charpente. Vous voyez ici, cette poutre, elle est complètement usée, elle est morte. C'est dangereux, ça veut dire quoi? Tant qu'il y a l'étai, ça va, c'est pas trop dangereux. Et ça, si on enlève ça, ça descend, ça. C'est clair. C'est tombé. Ah oui, oui. Là, donc, on est en dessous l'étagère de la cuisine. Donc, la poutre, elle est fendue au moins d'ici à là. Et nous, on a acheté une gazinière en fonte, superbe, chez un antiquaire. Et on elle fait 250 kilos, quoi. Ne la mettez pas là. Donc, elle fait 250 kilos, il y a parce que ça risque d'affaisser, carrément de passer à travers, hein, passer à travers. Donc si à ce moment-là il y a quelqu'un à la cave, vous imaginez un peu ce que ça peut donner, quoi. Hein. Non seulement les poutres ne tiennent plus, mais le sol est lui aussi sur le point de céder. Vous voyez, tout ça, c'est fait, regardez. Et le carrelage repose là-dessus, quoi. Et dans le salon, le carrelage est posé à même le plancher. Pour que ça se tienne et que ça soit correct. Alors, ne soyez pas surpris, vous allez entendre ce qui se passe. Pour savoir si le parquet est de bon état, c'est facile. Voilà. Et vous avez vu, tout a tremblé dans la pièce. C'est signe que le parquet n'est pas en bon état. Voilà. Résultat, quand les enfants jouent à proximité d'un meuble, tout bouge, les verres s'entrechoquent. Par contre, tu restes là, hein. Toi, t'as pas le droit d'aller ailleurs. L'étage n'est pas non plus épargné. Tous les murs sont moisis et le parquet est rongé par les vers. Donc la mezzanine, à travers... donc il y a le parquet à travers lequel je suis passé. Hein, mon pied est passé à travers ici. Ça vous est arrivé, qu'est-ce que... J'imagine que vous avez été horrifié parce horrifié. Que... Ah ben, oui, moi j'ai pensé à mes filles. Donc on avait installé l'aîné ici au début. Et puis de suite, il a fallu l'installer en bas parce que en courant ici, elle pouvait passer à travers. Là aussi, impossible pour le couple de s'en apercevoir, car le sol était entièrement recouvert de moquettes. Vous conseillez de soulever la moquette aussi? Si la moquette vous paraît neuve, méfiance. Si vous la voyez une moquette ancienne, il y a peu de chances d'avoir des problèmes. La salle d'eau,
Même la salle de bain leur réserve une surprise de taille. Alors c'est une baignoire, bien sûr, c'est pas cher, hein, donc c'est une sorte de place de résine. Donc le rebord, ici, se décolle, hein, quand il y a une charge d'eau et de personnes. Donc quand les filles jouent avec les petits jeux de l'eau, donc l'eau coule derrière. Démonstration. Hop, je fais ça, tac, je rince mon carrelage, voilà, je vais couper l'eau. Pour le résultat, c'est en bas que ça se passe. Regardez. Voilà. Je sais pas si vous constatez l'eau qui coule là. Vous voyez? Tout est trempé. L'eau ruisselle sur les murs et risque de toucher l'installation électrique à chaque instant. Le danger est omniprésent. Selon l'expert, 100 000 €, c'est le montant des travaux de réhabilitation, soit le prix initial de la maison. En d'autres termes, pour le couple, c'est cher payer leur rêve de devenir un jour propriétaire. C'est exactement ce que je pensais quand on achète une maison qui est trop neuve. Il faut surtout pas l'acheter. Pourquoi vous dites ça? Parce que si une maison qui est trop neuve, ces gens-là ont été combien de temps dedans? 2 ans, grosso modo 2 ans et demi. Voilà. Ça correspond bien à ce que je pense. Des gens qui sont 2 ans et demi dans une maison, qui ont tout mis à neuf et qui s'en vont, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne colle pas. Comment vous qualifiez l'état de cette maison aujourd'hui? C'est une maison qui a été bricolée pour être vendue. Voilà ce que je peux dire. C'est clair et net. Il y a pas... On peut pas dire autre chose. Celui qui me dira l'inverse, je pourrais pas le croire. C'est pas possible. Il y a des choses qui se voient, c'est clair. Nous avons voulu connaître la version des anciens propriétaires. Mais ils vivent maintenant à Tahiti. Alors nous avons contacté leur avocat qui refuse de répondre à nos questions. Un agent immobilier se rappelle très bien de ce couple dont il a refusé de vendre la maison. On savait que c'était un jeune couple et que il cherchait à faire des coûts immobiliers, quoi, de se faire de la plus-value sur l'immobilier, puisque parallèlement à la vente de sa maison, ils nous avaient acheté un immeuble délabré à 150 mètres de leur habitation pour refaire exactement la même opération. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils cherchaient à faire une plus-value. Mais ils vous l'ont dit comme ça, mais on cherche à faire une plus-value? Oui, bien sûr. Oui, quand on nous dit le prix, on leur dit attendez, on ne peut pas la vendre nous à ce prix-là. Si, il faut y arriver parce que nous, on veut faire une plus-value. Voilà. Les anciens propriétaires auraient investi 46 000 € dans cette maison pour la revendre 129 000 €, soit une plus-value de 83 000 €. Sonia a bien tenté de régler cette affaire à l'amiable, mais les anciens propriétaires n'ont rien voulu entendre. Le couple a donc saisi la justice. Une démarche lourde et compliquée. Mais aujourd'hui, ils sont bien décidés à se battre. Quand on leur a envoyé le premier courrier qui nous ont dit « Voyez, maintenant vous avez acheté la maison, maintenant c'est votre problème, c'est pas le nôtre. » C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui, par courrier. Donc c'est même pas la peine de moi, maintenant c'est mon avocat, ça devient une affaire judiciaire. C'est-à-dire que justice doit être faite, quoi. Mais comment prouver l'abus de confiance? C'est à l'expert judiciaire d'apporter les éléments de preuve. De son côté, l'avocate du couple estime que dans ce genre de dossier, démontrer la mauvaise foi des vendeurs n'est pas toujours évident. Pour le moment, on est en expertise, donc on doit s'en remettre à l'expert qui, lui, est un technicien et qui va donner son avis sur le désordre. Est-il un désordre apparent? Pouvait-on s'en rendre compte avant d'acheter ou pas? Et toute la difficulté du dossier, de celui-là comme des autres d'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la preuve. La preuve de quoi? De la mauvaise foi, et c'est une preuve qui est souvent difficile à démontrer. Philippe et Sonia attendent avec impatience la décision du juge. Ils n'en reviennent toujours pas de s'être laissés abuser de la sorte. On a un peu honte. On a un peu honte de s'être fait avoir comme ça parce que notre histoire, elle est énorme, quoi. Quand les gens viennent, les très bons amis viennent, ils se disent, mais on croit pas leurs yeux, ou même, il y en a même qui rient, qui se disent, mais c'est pas possible qu'on puisse faire ça, quoi. Hein. Malheureusement, dans ce genre d'affaires, même si tout semble donner raison aux acquéreurs, il n'est pas toujours évident d'obtenir réparation.
Effrayés par les nombreux escrocs qui sévissent dans les constructions classiques, de plus en plus de Français font le choix de maisons plus artisanales. Au hit parade de ces maisons alternatives, les maisons en bois. Moins chères qu'une construction classique, écologiques et moins gourmandes en énergie, sur le papier, elles n'ont que des avantages, si bien que cette année, leur nombre a augmenté de 50%. Alors comment s'y retrouver et surtout, comment éviter les constructeurs peu scrupuleux qui profitent de la tendance? Nous sommes à Puy-Laurens, près de Toulouse. Stéphane et Ophélie ont 30 et 39 ans et 2 enfants. Ophélie est auxiliaire de puériculture, Stéphane graphiste à la recherche d'un emploi. On fait le tour extérieur ? Cette maison en bois, c'était le rêve de leur vie. Ils l'ont fait construire il y a 2 ans. Moi, une maison en bois, c'était un rêve d'enfant. Et bon, voilà ce que donne le rêve. Le bois noirci, voilà. Là, les rebords de fenêtres, ça c'est impressionnant. Cette maison, ils n'ont jamais pu l'habiter. Et pour cause, il n'y a pas de pignon, la partie de la façade située sous le toit n'a jamais été terminée. Conséquence, la maison est ouverte aux 4 vents et à la pluie. Les ouvriers ont quitté le chantier du jour au lendemain. Le jour où la toiture a été terminée, quand ils ont quitté le chantier, on leur a dit mais les pignons, mais le chantier, oui mais on va revenir, pas de problème, et voilà, c'est la dernière fois qu'on les a vus. Le constructeur a pourtant empoché la somme prévue, 165 000 €. Pour économiser, Stéphane et Ophélie avaient prévu de faire les travaux intérieurs eux-mêmes. Et d'après le constructeur, les pignons en font partie. À mon sens, ça fait partie quand même des murs extérieurs, ou de la toiture si on veut, mais en aucun cas des cloisons intérieures. Tous les professionnels qu'on a vus nous ont dit que ça faisait forcément partie de l'extérieur et que ça devait forcément être fini. Et qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'il manque les 2 pignons. Problème, le couple n'a pas les moyens de faire poser ses pignons par un autre artisan. Et avec ce trou béant sous la toiture, impossible de finir la maison. Alors là, on est dans la cuisine. Alors ça, c'est censé être la salle de bain. Il y a une aération sous la fenêtre, mais qui n'était pas prévue à l'origine non plus. Après 2 ans de galère, leur situation est catastrophique. Ils ont un emprunt sur 20 ans qui les oblige à rembourser près de 700 € par mois pour une maison qu'ils ne peuvent même pas habiter. Qu'est-ce que vous avez payé ? Eh bien, actuellement, la totalité des fonds qu'il nous a demandé de débloquer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de moyen de pression sur lui, parce qu'on ne peut pas lui dire, tant que c'est pas fini, on vous paye pas, quoi. À part peut-être aller y taper dessus, mais je veux dire, ça serait moi qui serais plus embêté après. Donc, j'ai pas beaucoup de solutions, quoi, à ce niveau-là. Pour eux, le rêve de la maison en bois a tourné au cauchemar. Depuis, le couple s'est séparé. Stéphane habite seul cet appartement. Et chaque mois, il doit rembourser l'emprunt pour cette maison qu'il n'habitera jamais. Il a du mal à joindre les 2 bouts. En ce qui me concerne, je rembourse donc la moitié de l'échéance, qui est 686 divisé par 2. Ça veut dire 343 €. Plus mon loyer personnel, 546. Ça fait un total de 889 €. Et actuellement, je gagne 1300 € pour l'instant. Il vous reste combien par mois pour vivre ? 400 € à peu près, quoi. La maison en bois continue de le poursuivre et l'empêche de refaire sa vie. Vous, ce serait quoi votre souhait ? Moi, ce serait de pouvoir penser à autre chose et puis peut-être faire d'autres projets au cas où. Et puis même, je veux dire, j'aurais quelqu'un, ce serait difficile de faire des projets avec une autre personne en ayant ce problème qui est toujours pas réglé, quoi. Stéphane est dans une impasse. Impossible de s'engager dans une relation, impossible d'imaginer fonder un nouveau foyer. Pourtant, les maisons en bois continuent de le faire rêver. Ouais, j'avais craqué. Je pense que ça venait de quand j'allais au ski plus jeune. Et puis ça n'a jamais abouti, quoi. On voyait le rêve qui approchait, qui allait se réaliser. On l'a touché du doigt et sans jamais qu'il se concrétise, quoi. Donc depuis, ça fait, ça devient un boulet, quoi. Lydie, on se fait l'étagère. Il y a un carton un peu vide, là, vous pouvez tout mettre dedans, tout ce qu'il y a sur la table. De son côté, Ophélie vit avec les 2 enfants qu'elle a eus avec Stéphane. Jusqu'à maintenant, elle louait cette maison à Toulouse. Mais elle n'arrive plus à payer son loyer, en plus des remboursements.
elle est obligée de déménager à 100 km de là. Donc en fait là on est endetté, on a découvert au premier jour du mois. On n'a pas les moyens de rester ici de toute façon. Et voilà. Donc on a trouvé ailleurs moins cher. Voilà, on s'éloigne. Pour le déménagement, Stéphane est venu donner un coup de main. Ils sont restés en bons termes et il est solidaire de l'emprunt qu'ils ont en commun. Oh bon, on essaie de rester solidaire, oui, parce que bon, je veux dire, on est embarqué, même si on est séparés, on est quand même embarqué dans la même galère avec cette maison. Vous imaginez pas que ça traînerait dans votre vie aussi longtemps, c'est ça? Ah non. Si on l'avait su, je pense que on se serait jamais engagé, ça c'est certain. C'est clair. Comment Ophélie et Stéphane en sont-ils arrivés là? Qui est responsable de cette situation? Et surtout, ont-ils été mal informés ou ont-ils été victimes d'un promoteur véreux? Ce matin, Stéphane a rendez-vous avec un spécialiste de la construction des maisons en bois pour faire analyser son contrat. Bonjour. Daniel Ventier est spécialiste des arnaques dans le domaine de la construction. Et au premier coup d'œil, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le contrat du constructeur. On parle du montage des murs, la cause de la charpente. C'est un petit peu léger. Les pignons, pour eux, ne font pas partie des murs. Le constructeur nous soutient que ce sont des définitions, que c'est à nous de les faire. Quel est le document qui vous dit où se situe ce qu'il doit faire lui et ce que vous devez faire vous? Parce que manifestement... bon, là, on avait... Ouais, mais ça, enfin, c'est pas un document valide. Ça. Non, c'est pas un document valide. Et c'est bien là le problème. Le constructeur aurait dû préciser noir sur blanc le descriptif détaillé des travaux. Et il ne l'a pas fait. Et ce n'est pas tout. Daniel se rend compte que le contrat est bourré d'irrégularités. Il est clair que ce contrat viole toute la loi. Il y a peut-être l'article 1 qui est légal. C'est à peu près tout. Ça atteint des limites qu'on voit quand même rarement. Dans nos affaires, on a toujours un certain nombre de petites irrégularités. Là, c'est tout qui est faux, quoi. Maison en bois ou construction classique, les constructeurs doivent obligatoirement proposer ce que l'on appelle le CMI, le contrat de construction de maisons individuelles. Un document très détaillé qui protège les acquéreurs contre les malfaçons et les retards de chantier. Or, le constructeur de Stéphane et Ophélie ne leur a jamais fourni ce fameux contrat, ce qui est illégal. Pour Stéphane, l'espoir renaît. On revient au point de départ. On revient au point de départ complètement. C'est comme si le contrat n'avait jamais existé. Ce qui vous permettra d'abord de vous faire rembourser des sommes qui ont été versées et également de faire annuler ce prêt qui vous tue à petit feu. Soulagé ? Là, je suis... soulagé. Combien de constructeurs se sont-ils engouffrés dans le créneau des maisons en bois sans respecter la loi? Pour le savoir, l'expert en construction se rend au salon de la maison en bois. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Vous fabriquez, je suppose que vous construisez la maison. Voilà. On voulait pour la maison de D'accord. Vous ne faites pas de CMI, de contrat de construction de maison individuelle? Non. Non. Voilà une construction tout à fait illégale, puisque la société propose la construction et indique ne pas faire de contrat de construction de maison individuelle. Premier constructeur est déjà une infraction. Et ce n'est pas fini. Bien, ça fait 3 contrats illégaux. On va continuer, mais je pense qu'on va en rencontrer encore de nombreux comme ça, parce que dans la construction bois, on se dispense de CMI. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons interrogé l'ensemble des constructeurs de ce salon. Et les chiffres sont sans appel. Plus de 60% d'entre eux sont dans l'illégalité. Alors il y a un grand engouement pour la maison bois et qui malheureusement attire, comme tout ce qui est à la mode, son lot de difficultés. En particulier, les constructeurs bois n'ont pas encore réalisé qu'une maison bois c'était une maison traditionnelle et qu'il y avait des lois qu'il fallait respecter. Le constructeur de la maison de Stéphane a lui aussi installé un stand sur ce salon. Apparemment, les affaires marchent bien. Il a loué l'un des meilleurs emplacements, l'un des plus chers du salon. L'expert lui demande pourquoi il n'a jamais fourni le fameux descriptif des travaux, comme le prévoit la loi.
je lui avais donné l'ensemble des estimatifs des travaux. Il l'a, monsieur le tableau récapitulatif. Donc c'est un tableau... Maintenant, ces gens, que vous ayez des hochements de tête... Ça manque un peu d'écrit dans ce dossier. Voilà. Non, mais Officiellement, le promoteur affirme avoir tout fait dans les règles et n'avoir rien à se reprocher. Mais lorsque nous poursuivons l'entretien en caméra cachée, le ton change. Il reconnaît alors son erreur. On peut penser que ça a toujours été également... Tout ça, c'est dommage pour une histoire d'opinion, parce que j'ai l'impression que ça fait partie bien. Oui, c'est possible, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû mettre la OSB, c'est vrai. Ok, je l'entends, je le reconnais, très bien. Les pignons qu'ils me l'écrivent et je lui fais, d'accord ? En 2 heures de temps, ce sera fait, monsieur. Du jour au lendemain, sans aucun souci. Je n'ai aucun problème là-dessus. Alors, quels sont les recours possibles quand on est victime d'une arnaque immobilière ? Prenons l'exemple d'un promoteur qui n'a tout simplement pas construit les logements, qui ne les a pas livrés. Ça, c'est le cas le plus grave, puisque là, les gens se retrouvent sans logement. Si c'était leur habitation principale, ça peut être quand même très très gênant. Il faut, dans le cas où le promoteur est assuré, se tourner contre l'assureur. Il existe ce qu'on appelle une assurance extrinsèque, c'est un mot savant tout simplement pour dire qu'une banque couvrait le promoteur, et à ce moment-là, c'est elle qui assurera la continuité du chantier et qui trouvera un continuateur pour le promoteur. Bien évidemment, il faut impérativement, quand on travaille avec un promoteur, se renseigner au préalable pour savoir s'il est bel et bien assuré. Dans les autres cas qui peuvent être des malfaçons énormes, il existe des procédures devant le tribunal de grande instance. Elles sont bien calibrées, sont bien organisées et encore une fois, l'acheteur est tout de même correctement protégé. Le tout est de connaître ses droits et de se renseigner pour les faire jouer. Un autre exemple, c'est les retards qui sont très très fréquents dans la construction. S'ils sont trop importants, vous pouvez obtenir l'annulation de la vente. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'acheteurs ne pensent même pas à demander, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ce droit-là. Le constructeur respectera-t-il ses engagements? Pas si sûr. Une architecte sur le salon met l'expert en garde. Ils ont planté des clients, mais quand je dis planté, c'est planté. C'est-à-dire on vient plus aux réunions de chantier, on fait du boulot de merde. Moi, je sais pas, ça me donne envie de vomir. Pour pas dire autre chose, je sais pas comment le dire. Dans un instant, vous verrez que Stéphane et Ophélie ne sont pas au bout de leur peine. Retour avec Stéphane et Ophélie. L'entrepreneur n'a jamais terminé la maison en bois de leur rêve. Mais le couple doit payer le crédit. Ils se sont séparés depuis. Lors d'un salon, nous avions retrouvé le constructeur. L'homme s'était alors engagé à reprendre les travaux. Quelques semaines plus tard, les pignons de la maison n'ont toujours pas été posés. Alors aujourd'hui, Stéphane a rendez-vous chez son avocate. Il est décidé à porter l'affaire devant la justice. Bonjour maître. Entrez, je vous en prie. Merci. Après examen du dossier, maître Ressac est formel. Le contrat qu'a signé Stéphane est illégal. C'est vrai qu'il y avait aussi l'étude de sol Oui, qui vous a été demandé malgré les documents. qui vous a été demandé 2 fois. D'accord. Alors là, non seulement elle n'était pas comprise dans le prix, mais en plus vous l'avez payé 2 fois. Ouais. Ça c'était quand même assez énorme. Là par exemple, voilà une cause de nullité. Des irrégularités comme celle-ci, le contrat en serait bourré. Et pour maître Ressac, le constructeur ne pouvait pas l'ignorer. Il devra en assumer les conséquences. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est que l'on va assigner le constructeur de M. Potelet. Ensuite, une fois que la procédure sera lancée, on va demander la suspension des échéances de son prêt, le temps de la procédure. Le simple fait de suspendre les remboursements, déjà, ça serait déjà un sacré soulagement, ouais. Ouais. Ça c'est sûr. Et donc, une fois que c'est lancé, ça peut intervenir, on va dire, dans les 3-4 mois. Voilà, je crois que de toute façon, maintenant... Stéphane et Ophélie pourraient donc ne plus rembourser les 680 € que leur coûte chaque mois la maison en bois. Mais ce n'est qu'une première étape. Maître Ressac compte bien obtenir qu'on leur rende la totalité de l'argent qu'ils ont perdu. Le but, c'est de remettre M. Potelet dans la situation dans laquelle il était avant toute cette aventure. Mais moi, écoutez, j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et arriver à requalifier le contrat et à l'annuler. La procédure devrait durer 1 an, mais au bout du compte, Stéphane et Ophélie pourront peut-être enfin retrouver une vie normale. Même si leur rêve de maison en bois s'est envolé,
à cause d'un constructeur peu scrupuleux. Propriétaires, locataires, aujourd'hui personne n'est à l'abri des malfaçons et des vices cachés. Face à la multiplication des plaintes de locataires, la mairie de Grenoble a mandaté 2 associations spécialistes du logement pour les aider à se défendre. Ce jour-là, Patricia et Anne-Marie ont rendez-vous avec Karine qui habite ici depuis 6 mois. Au premier abord, 500 € pour ce 35 mètres carrés semble être un bon plan. C'était pas cher, c'était bien situé, disponible tout de suite, c'était l'idéal. Donc, mais en quelques semaines, des moisissures envahissent l'appartement. il y a la moisissure sur le rideau également. Ah, ça a carrément envahi le rideau. Ça envahit le rideau, là. On voit qu'il y a un gros problème d'humidité dans ce logement. On voit qu'il n'y a pas de ventilation dans les fenêtres. Comment vous le voyez, ça? Il n'y a pas de petite LRL qu'on appelle sur les fenêtres. Qui permettent de faire ventiler l'air. Et là, le premier endroit... Aucune ventilation dans l'appartement. Les placards, eux aussi, sont envahis. Des champignons poussent même dans les coins. Des champignons, carrément. Alors du coup, vous ne pouvez plus mettre vos affaires dans le placard, et ce qui fait qu'elles sont en pleine humidité. Votre literie est humide aussi? Oui, mes draps sont humides, donc c'est vrai que c'est assez désagréable de se coucher dans des draps humides. Vos draps sont humides? Oui. Et j'ai des vêtements qui ont moisi. J'ai dû jeter des vêtements. Mais c'est la salle de bain la pièce la plus touchée. Donc on voit le bac à douche rempli de moisissures en bordure, et puis aussi sur le rideau de douche qui est complètement moisi. Quand on prend sa douche, ça doit pas être... Eh ben, on se dépêche. On évite de toucher les rideaux, et c'est vrai que je fais beaucoup de sport, donc je prends 3-4 fois par semaine ma douche ailleurs. Manifestement, ce logement, selon les critères légaux, est totalement indécent. Parce qu'il manque l'aération. Parce qu'il n'y a pas d'aération, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'isolation, les murs sont couverts de salpêtre, il y a des infiltrations absolument partout, et c'est le bailleur qui doit l'isolation de son logement. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Car les installations les moins visibles et les appartements trop propres sont parfois les plus suspects. C'était tout repeint en blanc, les placards, les murs, tout était blanc, donc j'avais pas aperçu qu'il y avait un défaut. Ah non, pas du tout, et c'est vrai qu'on pense pas à regarder le type de chauffage, s'il y a une aération, on n'est pas au courant. Donc. C'est dommage parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, tiens? Il suffit de mettre une VMC, c'est-à-dire qu'il va mettre un petit mécanique moteur électrique qui va expulser l'air sur l'extérieur. Tout simplement? Ah oui, tout simplement. Et ça coûte cher, ça? Pourquoi le propriétaire ne le fait pas, là? Parce qu'ils n'y vivent pas dedans, donc les problèmes, ils les ont pas au quotidien. Et puis, les logements ne restent pas vides. Là, je vous dis, mademoiselle s'en va, donc a priori, là, la propriétaire souhaite vendre, mais on n'en sait rien. C'est ce qui a été invoqué, Donc, mais il y a de fortes chances qu'elle remette un coup de barbouille, comme je dis, un cache-misère, et puis qu'elle reloue. Anne-Marie va tenter de convaincre la propriétaire de faire les travaux. Nous la suivons en caméra cachée. Mais le dialogue s'annonce compliqué. Selon elle, si l'appartement est dans cet état, c'est la faute de la locataire. Elle a laissé aller l'appartement, j'ai jamais eu ce problème. Si ça avait été un peu aéré et chauffé, ça n'a pas été fait, c'est pas vrai. Je peux vous dire que s'il y avait eu une bonne ventilation dans ce logement et pas de problème d'infiltration en façade, on n'aurait pas des moisissures comme ça. Mais je n'ai jamais dit D'accord. pas Il y avait un problème. Il y avait un Donc problème. faut pas dire que c'est parce que votre locataire a mal entretenu le logement. Elle l'a pas entretenu, elle l'a pas nettoyé, c'est pas vrai. Ah non, mais les moisissures... Non mais les moisissures... Les moisissures, pourquoi les a-t-elle laissées pendant des mois? Parce que les moisissures, quand vous les nettoyez, s'il y a un défaut, un gros défaut de ventilation, plus un problème d'infiltration comme il existe actuellement sur votre logement, au bout de 3 jours, les moisissures réapparaissent. Il y a un manque de ventilation dans l'appartement à part entière, quoi, quand même. Oui, mais enfin, on ouvre les fenêtres pour ventiler. Si le propriétaire n'entend pas raison, à ce moment-là, ça serait que devant le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance a le pouvoir de condamner le propriétaire à faire les travaux, mais surtout, elle peut obtenir la suspension du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux. On le voit dans le document, les pièges des promoteurs immobiliers sont nombreux, sont sans limite, sont assez étonnants. Comment les déjouer, ces pièges-là ?
l'achat immobilier est l'achat d'une vie en général. Il faut quand même que les gens gardent ça à l'esprit. Et des précautions élémentaires doivent être respectées impérativement. Allez voir l'endroit où on veut acheter. S'il s'agit d'une vente en état futur d'acquisition, c'est-à-dire d'un immeuble qui n'est pas encore construit, allez à la mairie, consulter les documents d'urbanisme, se renseigner sur le promoteur, demander aux artisans de la région s'ils payent à temps, c'est aussi bête que ça, faire une véritable enquête sur lui et une enquête sur le quartier où on veut s'installer. C'est vraiment indispensable. Mais malheureusement, on a vu ces derniers temps, trop de gens acheter des appartements dans des villes où ils n'avaient jamais mis les pieds. C'était une folie pure et simple. Tous les spécialistes de l'immobilier s'accordent à penser qu'avant de choisir un logement sur le catalogue, il faut se rendre sur place pour étudier les lieux. Quant aux constructions de maisons individuelles, mieux vaut souscrire une assurance. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.